Bonjour à tous, asseyez-vous. Aujourd'hui, 3 choses dans cette vidéo. D'abord, on va corriger le travail que je vous ai demandé lors de la dernière vidéo sur la collaboration européenne. Ensuite, on parlera à une autre échelle de la concurrence mondiale en ce qui concerne l'économie et la recomposition des espaces productifs de la France. Et pour finir, on abordera le sujet en guise de cours du dynamisme des métropoles dans cette recomposition des espaces productifs. Mais avant toute chose, d'abord, je veux vous donner la réponse au défi que je vous ai lancé dans la dernière vidéo. Pourquoi j'ai choisi le morceau en question? Il s'agissait de l'Aude à la joie, qui est issue de la 9e symphonie de Beethoven, que Beethoven a écrit entre 1822 et 1824. Et ce choix, pourquoi? Parce que c'est l'hymne de l'Europe depuis 1985 et que le dernier cours portait sur l'Europe. Mes félicitations les plus chaleureuses à l'élève qui a trouvé en premier la réponse et mes félicitations également à tous les autres élèves qui ont répondu justement. Pour commencer donc, correction des devoirs que j'avais donnés à faire. La première question qui était posée, c'était définissez les eurodistricts et décrivez leur périmètre. Je demandais donc le manuel demandait une définition de ce qu'est un eurodistrict d'après ce que vous pouviez comprendre. Les eurodistricts sont des territoires de l'Union européenne. Ils dépassent les frontières étatiques et regroupent des villes de pays différents. Donc ce sont vraiment des territoires. Ce sont des territoires, c'est-à-dire qu'ils sont définis avec des limites qui ont été trouvées dans l'Union européenne qui a décidé que telle frontière correspondrait aux frontières de tel eurodistrict. Ça n'efface pas les frontières étatiques, les frontières nationales, mais pour faciliter la collaboration économique, on a décidé qu'au sein de l'Union européenne, des territoires de pays différents feraient partie d'un même district, un eurodistrict. La deuxième question, pourquoi peut-on dire que l'Alsace est un espace productif bien connecté à l'Europe? Alors l'Alsace a des infrastructures routières qui relient la France et l'Allemagne. Et ça c'est très important puisque quand on est en géographie, on n'est pas simplement dans des chiffres, on est dans la réalité du terrain. Et là il fallait vraiment évoquer ces infrastructures routières par exemple. On a en particulier les autoroutes et le chemin de fer qui traversent le Rhin, ainsi que des ports qui relient les deux rives du fleuve frontière, puisque le Rhin joue ici le rôle d'une frontière entre les deux États. Dans ce contexte, en ce qui concerne le Rhin, on va parler de frontières, de commerce, de liens fluviaux, de commerce fluvial et pas maritime. Les deux adjectifs ne correspondent pas à la même réalité. On utilise l'adjectif maritime quand il s'agit de la mer, et quand on est sur un fleuve, une rivière ou un cours d'eau plus petit, on utilise l'adjectif maritime. Attention. Continuons avec cette deuxième question. C'est un espace productif bien intégré à l'Europe et bien connecté à l'Europe, puisque l'import-export est très important avec les pays frontaliers de la France, évidemment en particulier l'Allemagne, qui représente à elle seule, si vous faites le total des chiffres que vous aviez dans les documents, elle représente à elle seule presque un tiers des échanges. Le trafic fluvial est donc important et la circulation des passagers dans les aéroports est également forte, il fallait le noter. Ensuite, quel type de flux existe entre l'Alsace et l'Allemagne? On pouvait discerner 3 flux, deux grandes familles de flux, des flux humains et puis des flux commerciaux. On a d'abord, en ce qui concerne les flux humains, des travailleurs journaliers, surtout dans le sens France vers l'Allemagne, qui font ce qu'on appelle des migrations pendulaires. Je félicite les quelques élèves qui ont utilisé ce terme, c'est-à-dire des migrations journalières d'un lieu à l'autre pour le travail. On a également des touristes et des étudiants. Notons que les différences économiques entre les deux pays profitent généralement à la France, dont les travailleurs reçoivent un salaire d'Allemagne, le salaire étant plus élevé en Allemagne, alors que les touristes allemands viennent consommer en France où les prix sont, d'après les documents, moins élevés. Allons maintenant, et puis évidemment il y avait donc les flux commerciaux. Allons maintenant à la 4e question. Quels sont les atouts qui rendent l'Alsace attractive? À quelle échelle est-elle attractive? Premier atout, le patrimoine. Le marché de Noël, par exemple de Strasbourg, est connu dans le monde entier. Il s'exporte même dans le reste du monde et renforce ainsi la réputation de la ville qui va alors accueillir un nombre de touristes encore plus important. La région est mise également
sur ses productions traditionnelles qui sont réputées, comme le vin, et la patrimonialisation du vin, par exemple avec le tourisme viticole, c'est ce qui concerne la route du vin. Enfin, l'Alsace profite de sa proximité avec l'Allemagne en y envoyant des travailleurs, tout en recevant des visiteurs allemands. La région rayonne donc à la fois à l'échelle locale, sur le département, la région et l'Est de la France, à l'échelle européenne, et puis, dans une moindre mesure, à l'échelle mondiale. Je dis quand même dans une moindre mesure, puisque la région vraiment française qui rayonne dans le monde, c'est l'Île-de-France, plus que, évidemment, l'Alsace. L'UE met aujourd'hui en place des politiques territoriales qui dépassent le cadre étatique via les eurodistricts et les eurorégions, pour favoriser la compétitivité de leur économie, c'est-à-dire l'économie de ces zones européennes et de l'Europe en général. Je vous donne maintenant les définitions à connaître et donc à recopier d'eurodistrict et eurorégion. Un eurodistrict, c'est une agglomération transfrontalière dans laquelle sont associées plusieurs villes de pays européens différents. Une eurorégion, c'est un périmètre institutionnel de coopération transfrontalière entre plusieurs territoires de pays européens différents, encore une fois. Alors que nous avons abordé l'échelle européenne, maintenant nous allons aborder l'échelle mondiale avec la deuxième petite partie de ce cours, la concurrence mondiale en grand B. Alors, en ce qui concerne l'échelle mondiale, je peux rappeler déjà que l'industrie française reste au 3e rang en Europe après l'Allemagne et l'Italie, et au 5e rang mondial malgré la montée des pays émergents, quand même 5e rang mondial. La situation n'est donc pas aussi sombre qu'on pourrait le croire à première vue, mais son industrie reste puissante grâce à 3 choses principales. D'une part, les recompositions de l'économie française, l'économie se tertiarise et l'industrie adopte ce qu'on appelle la nouvelle division internationale du travail, NDIT, dont j'ai déjà parlé en conclusion du premier chapitre. En quoi consiste cette division internationale du travail, cette nouvelle même division internationale du travail? Elle consiste en ce que la production de masse est délocalisée dans les pays émergents. Mais alors pour cela, pour approfondir, je vous renvoie au chapitre précédent. Deuxième atout de l'économie française, elle a un savoir-faire qui est réputé dans certains domaines, la mode, le parfum, le luxe, etc. Et enfin, troisième atout important pour l'économie française, elle dispose de grandes FTN, firmes transnationales, qui rayonnent à l'échelle mondiale. Ça va être par exemple L'Oréal, LVMH, Alstom, Danone, etc. Il ne faut pourtant pas idéaliser la situation, tous les secteurs productifs français ne rayonnent pas à l'échelle mondiale. L'informatique française, par exemple, est quasiment absente. Et on a finalement peu d'entreprises de taille intermédiaire qui sont à la fois ancrées dans un territoire qu'elles dynamisent et intégrées à la mondialisation. Et puis parlons maintenant, en deuxième sous-partie de ce grand 2, du dynamisme des métropoles. Le dynamisme économique de la France est principalement ancré dans les grandes aires urbaines. Les métropoles jouent un rôle central dans l'économie de la France. Je vous renvoie au premier thème de géographie que nous avions fait sur les métropoles. Elles sont favorisées, les métropoles, par plusieurs atouts. Premièrement, ce sont des bassins d'emploi, puisqu'elles concentrent de la population jeune et qualifiée, grâce aux grandes écoles, aux universités. Elles constituent de grands marchés de consommation, également grâce à leur forte population, à leur population nombreuse et souvent jeune. Et enfin, elles sont accessibles à différentes échelles, régionales, nationales, voire européennes et mondiales, en ce qui concerne Lyon ou Paris. Elles sont accessibles, pourquoi? Parce qu'elles ont différents moyens de transport, les gares TGV, les aéroports internationaux, etc. À l'échelle nationale, c'est la région parisienne qui est de loin la plus dynamique. Elle représente 30% du PIB du pays et concentre l'essentiel des fonctions de commandement du secteur privé et de la recherche. Le reste du territoire est davantage voué à la production de biens et de services. Les villes qui concentrent de nombreuses activités d'innovation et de recherche sont appelées des technopoles, sans accent circonflexe sur le dernier O, une technopole. Elles disposent parfois d'un regroupement sur espace réduit d'entreprises et de centres de recherche et d'enseignement consacrés aux technologies de pointe.
Dans ces cas-là, ces regroupements, ces petits territoires à l'intérieur d'une technopole vont s'appeler, et c'est du masculin, des technopoles avec un accent circonflexe sur le O. Ça va être par exemple le plateau de Saclay en région parisienne. Donc faites bien la distinction entre une technopole, c'est-à-dire une ville, et un technopôle qui est à l'intérieur d'une ville. La métropolisation exclut certaines régions, c'est également le cas du point de vue des systèmes productifs. Les anciennes régions industrielles, comme le nord-est de la France, qui étaient basées, je vous l'ai dit en début de chapitre, sur l'exploitation du charbon et la production d'acier, ces régions-là sont en crise car elles ont du mal à reconvertir leurs activités. Cela implique de reconvertir la main-d'œuvre et ça demande beaucoup d'investissement pour une rentabilité qui n'est pas certaine en fait. Les territoires d'outre-mer également souffrent de leur insularité et donc de leur isolement. Insularité, isolement, île, c'est la même racine latine. Ils sont donc ces territoires difficilement accessibles, ce qui empêche l'implantation de systèmes productifs intégrés au monde. Pourquoi ? Ils disposent rarement d'institutions de formation importantes, à cause de la faible population sur place en nombre, et ils n'attirent pas les habitants de la métropole. Pourquoi ? À cause du coût de la vie, à cause de l'éloignement, à cause du taux de chômage également. Enfin, ces territoires, que ce soit les îles ou le nord-est de la France ou les autres régions un peu plus marginalisées, ces territoires tentent de se relever en misant sur de nouvelles activités, comme le tourisme par exemple, encore une fois. Nous avons donc vu que les systèmes productifs français s'intégraient à l'économie européenne et mondiale, et que les métropoles en bénéficiaient davantage que les espaces ruraux et insulaires. La dernière partie de ce chapitre porte maintenant sur la mondialisation à travers les littoraux, puisque c'est une question qu'on n'a pas encore abordée à l'échelle de la France, alors que nous l'avions fait, si vous vous souvenez, dans le premier chapitre à l'échelle mondiale. Donc la mondialisation à travers les littoraux, et au lieu de continuer ce cours, même si je sais que ma voix envoûtante doit vous endormir ou vous porter vers les cieux, je vais d'abord vous donner un travail à faire pour lundi prochain 16h. Vous allez faire 2 séries de questions, donc vous aurez 2 notes sur 5 en tout. Les questions 1 à 5, page 139, de ce même manuel de géographie, et les questions 1 à 4 de la page 140. Voilà pour ce cours. Lundi, nous corrigerons ces questions que je viens de vous donner et nous conclurons ce chapitre de géographie. J'espère que vous ne croulez pas sous le travail à distance, que vous ne déprimez pas et que vous n'angoissez pas devant le télétravail scolaire. Je vous souhaite un bon courage, j'espère que le ciel ne va pas nous tomber sur la tête et à bientôt.